Aujourd'hui, je vous emmène au Queensland Air Museum. C'est un musée situé sur la Sunshine Coast que j'ai vu en arrivant et il a l'air absolument incroyable parce qu'il y a beaucoup d'avions de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après, plutôt situés dans le civil, qui sont peu connus. Mais je vous réserve quelques surprises que j'ai vues, certains avions qu'il y a au musée. Let's go. Et bien sûr, aucun moyen de traverser. Je sais pas comment je vais faire. Je sais qu'il y a un chemin de l'autre côté, mais enfin. Normalement, il faut y aller en voiture, mais c'est pas grave. Je vois déjà quelques que je connais pas, mais être très proche d'un avion, c'est un sentiment qui est incroyable. Je viens d'arriver et derrière moi, F-111, qui était un bombardier que les Australiens ont acheté. Et ça a l'air juste insane tout ce qu'il y a. Bon, je commence tranquille, mais c'est un putain de rêve tout ce qu'il y a. Là, je suis dans le meilleur. Là, c'est des petits trucs, etc. Alors, des cockpits d'avions que je connais pas du tout. T'as aussi des Français qui sont quelque part. Bon, là, c'est Allemagne nazie, etc. Mais il y a tellement de trucs. Regarde-moi la taille du réacteur, genre. C'est énorme, sa mère. Regardez-moi la taille de l'aile. Là, je suis juste en dessous. Et genre, ça, c'est la taille de l'aile. Elle est énorme. Et ça, c'est juste le volet arrière, en gros. Tout ça, là, ça, c'est l'aile qui peut se déployer plus ou moins grand. Et genre, c'est énorme. La taille du réacteur, ça, c'est une bombe. Ça doit faire super mal. C'est MK82, qui est un peu c'est un peu la bombe standard, en gros. Et c'est juste énorme la taille de tout ce qui est. Après, c'est vraiment un très gros avion, le F-111, mais c'est quand même vachement plus fat que sur des vidéos, quoi. Ok, je viens de trouver quelque chose d'incroyable. Ça, c'est je sais pas comment appeler, mais le front panel, en gros, du Spitfire. Et c'est incroyable parce que du coup, genre, ça, je l'ai vu pas mal de fois en simulation, même si je l'ai pas beaucoup volé. Mais je connais déjà, genre, là, t'as les flaps, du coup, il tape tous les instruments et genre, ça fait vraiment bizarre de le voir en vrai. Mais c'est tellement bien. C'est incroyable comme truc. Incroyable. Bon, pour vous donner une idée de la taille réelle d'un avion de chasse, enfin du moins un peu plus réel, là je me trouve dehors, il n'y a pas d'avions civils, etc. que je viens de voir. Et du coup, il y a cet avion, voilà, qui est vraiment assez gros genre par rapport à moi. Et ça encore, je pense, c'est vraiment taille normale des avions d'aujourd'hui. Mais c'est énorme sa mère. Genre là, je suis juste à côté d'un réservoir de fuel. C'est énorme. Et c'est ça qui est trop bien. Le cockpit, les mecs qui rentrent à peine dedans. Il y avait déjà des VTH, des HUD qui sont visualisation tête haute. Et genre, bon, encore là, la prise d'air, elle est toute petite, mais la vraie taille d'un avion, c'est incroyable. Ok, ça, c'est un avion que je voulais voir qui, encore une fois, donne une taille réelle à peu près des avions d'aujourd'hui. Il est français en plus. Et c'est vraiment, enfin, je vous montre. Dassault GAF pour Ground Attack Fighter, je pense. Mirage 3. Ah là là, ça c'est un Mirage 3 qui fait à peu près du coup la même taille qu'un Mirage 2000 de nos jours. Et c'est là où tu te rends compte de la taille du truc. C'est juste énorme. Genre le cockpit il est tout petit, vraiment. Alors là je me mets à côté, je sais même pas si je rentre dedans, genre. Ça fait vraiment bizarre, mais il est absolument gigantesque. Et ça, genre vraiment, là, max speed 2,2, ce qui fait un peu moins de... Ça doit faire Mach 1,8 à peu près. Donc c'est vraiment incroyable. Et regardez ce qu'il y a à côté. Le Matra 530, c'est un missile que on utilise encore aujourd'hui.
missile Fox 2, donc c'est un missile en gros de... Alors il me semble que c'est Fox 2, je sais plus, c'est écrit là, quelque part. Mais il me semble que c'est Fox 2. En gros, il y a 3 types de missiles. Il y a le Fox 1 qui désigne une cible au radar en gros. Donc tu as le radar, ça c'est le radar en gros du Mirage 3 qui désigne une cible et ensuite il envoie le missile et il faut qu'il maintient ce qu'ils appellent le lock radar sur la cible pour guider le missile. Ensuite il y a les Fox 2 qui sont par infrarouge qui captent la chaleur du réacteur et c'est là où on voit dans les films où il lâche des flares, c'est pour que le missile aille vers le flair plutôt que le réacteur et toucher l'avion. Et il y a les Fox 3 qui, je ne sais pas s'ils existaient à cette époque, ils ont leur propre radar dans le missile, ce qui fait qu'on peut tirer et on peut unlock du coup la cible et le missile va continuer à aller là-bas. Ce qui est un peu plus compliqué à éviter, mais c'est des missiles surtout utilisés en moyenne et grande distance. Pareil pour les Fox 1, mais par contre les Fox 2, vu qu'il faut de la chaleur, généralement ça va être en très courte distance. C'est banger sur banger, c'est incroyable. Ça, c'est un avion typique de la guerre de Corée, il me semble. Et putain, c'est trop bien. Pour ceux qui s'y connaissent, en fait, c'est le sabre. Enfin, du moins de ce qu'il en reste, parce qu'à mon avis, il y avait plus de trucs sur les côtés. Mais le cockpit, il est juste incroyable. Je trouve que c'est vraiment trop bien de pouvoir visiter le cockpit. C'est un des meilleurs trucs à voir dans un avion, genre sa taille, tout ce qu'il peut faire et genre être dans le cockpit, c'est vraiment incroyable. Il y en a d'autres, genre là il y a un cockpit et là je vais en faire un juste derrière qui est, je connais pas cet avion, ah si c'est le cockpit de celui qui est juste là, pas cette aile là mais de ça il me semble. Il est vraiment trop bien ce musée. Là je viens de trouver quelque chose qui est vraiment très intéressant et qui est incroyable aussi parce que c'est ce qui a permis de créer un peu les vaisseaux spatials dans Star Wars. Des tourelles comme ça où genre en fait bah tu te mettais littéralement dedans, genre le mec là il allait dedans quoi, et c'était le pire endroit pour être dans une guerre littéralement. Du coup ça c'est situé sur les gros avions comme on peut le voir là notamment. Là c'est celui de l'arrière, donc c'était situé ici, on peut mieux le voir là. Les bombardiers de cette époque, en gros c'était ce qui faisait le plus de dégâts au sol, parce qu'ils lâchaient des bombes, ils pouvaient détruire des villes. Et donc la stratégie c'était d'avoir des bombardiers et en défense on avait des intercepteurs. On en voit par exemple le P-51 que j'irai voir tout à l'heure, qui a l'air absolument incroyable. Enfin je crois que c'est un P-51. Il y avait ça en gros à côté qui volait à côté. Et du coup, les ennemis, ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'est qu'ils détruisent en priorité les bombardiers pour éviter qu'ils détruisent la ville, etc. Et pour se défendre, donc il y avait les intercepteurs, mais il y avait aussi ce genre de tourelle où je ne sais même pas si je pourrais rentrer dedans parce que c'est vraiment tout petit. C'était littéralement la cible numéro 1 pour un avion et tu pouvais vraiment te faire défoncer. On se souvient d'une stat qui disait que ceux qui allaient dans les bombardiers, en gros, le crew, que tu sois pilote, le mec qui lâchait les bombes ou dans ce genre de tourelle, t'avais genre 40% de chance de revenir. Le reste c'était vraiment, t'étais cuit de chez cuit parce que t'étais cible numéro 1, tu faisais le truc qui faisait plus de dégâts, donc du coup tu te faisais défoncer partout. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je pense, on peut rentrer dans Airline of New South Wales. C'est un avion civil du coup, mais je ne sais pas du tout ce que ça a l'air. Ça a l'air incroyable. Déjà moi j'ai mis genre un peu moins de 24 heures de vol pour venir en Australie, alors là j'étais déjà très content là-dedans. Et du coup c'est parti. Enfin je crois que je peux. La barrière est retirée. Normalement je peux. Bon, il y a des gens qui sont en train de discuter, etc. avec un du personnel. J'ai essayé de le choper après pour qu'il m'explique, etc. Mais en attendant, je vais faire le tour. Ok, nous y sommes. Alors, ce n'était pas un P-51, mais il reste de la famille des Mustang qui, en gros, il est reconnaissable. Il est reconnaissable, on peut le voir à la fin de Top Gun 2 notamment. Et en fait, déjà, encore une fois, la taille de l'engin, c'est juste insane. Genre c'est un tout petit avion comparé aux avions de chasse aujourd'hui ou quoi, c'est tout petit, mais c'est juste énorme. Donc c'est un avion. Il a été à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que c'était en 1944. Et là, du coup, celui-là a été utilisé par la suite en guerre de Corée, du coup, entre 50 et 53.
Et du coup, j'ai juste monté dans le cockpit. Eux aussi, ça c'est un. Du coup, à l'intérieur, il a un moteur V12, littéralement. Donc, t'as des voitures qui ont des V8, donc 8 pistons. Là, il y en a 12. Et un peu dommage, mais c'est pas grave. J'ai cru que ça bougeait, j'ai eu trop peur. Ça, c'est le cockpit du coup à l'intérieur. Bon, on voit littéralement que dalle en fait. Mais à l'intérieur du cockpit, incroyable. Et ah là là, il y a encore plein d'autres trucs. Mais apparemment, ce cockpit-là, il n'était pas très confortable. Surtout qu'il y a des longs vols, etc. Et comme on peut voir, en fait, genre, c'est juste assez pour que je rentre dedans. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup de place, quoi. Et juste ici, on peut voir du coup les munitions avec là où il tirait. Il y avait 3 canons. Je pense que du coup, les tanks de réservoir, il y en a plus dans l'aile ici. Et je m'en souviens, normalement, il y en a un qui est là aussi, genre juste pas dans le cockpit, mais derrière en gros. T'en as généralement sur les ailes et derrière dans le fuselage en gros. Et là ensuite t'as l'engin. Savoir du coup avec ces avions là, pour vraiment éliminer un ennemi, fallait vraiment le faire. C'est-à-dire faut viser les endroits fragiles, notamment par exemple tu visais soit le cockpit, mais le cockpit il est assez résistant et protégé pour éviter que le pilote se fasse abattre. Soit tu visais l'engin et plus d'engin, l'avion il était hors de compte. C'était ça en gros. T'as des balles qui faisaient genre quoi, 1 cm de diamètre. Et pour essayer d'abattre ce genre de truc, sachant que t'en avais genre à l'époque, je pense, t'avais 500 munitions ou un truc dans le genre. Et donc t'étais très limité. Si t'étais bon, t'arrivais à en abattre 4-5 avions avec tout ce que t'es donné. C'était compliqué de faire plus en gros. Là, on arrive dans un des points les plus importants, qui est siège éjectable. Ce qui est absolument monstrueux. Celui-là, c'est... Alors Martin Baker, je vais y revenir, mais c'est ceux qui font pratiquement tous les sièges éjectables, sauf en Russie, je pense, et ce genre de pays. Celui-là, il vient du Météor, donc il est très vieux. Et mais comme on peut voir, là c'est le F-35, c'est l'avion le plus avancé technologiquement. C'est Martin Baker qui l'ont fait, le siège éjectable, etc. Là, il y a plein de trucs. Le F-18, je connais parfaitement. Et ils ont un compteur de vies sauvées qui est actuellement, je crois, de genre 7000, bientôt 8000 vies sauvées grâce à ce fauteuil-là. Et donc, le siège éjectable, c'est vraiment quelque chose qui sauve les pilotes, qui est à savoir, c'est ce qui coûte le plus cher parce qu'il faut entraîner le pilote, donc c'est sur des années, il faut lui payer les entraînements, etc. Donc forcément, on va investir dans ce genre de technologie pour pouvoir sauver des vies. Sachant que le siège éjectable, c'est pas non plus un truc qui marche toujours. C'est-à-dire, alors oui, il va marcher tout le temps, mais il faut que ton avion, si par exemple tu es en vitesse à fond vers le bas et que tu es vraiment pas très loin du sol, tu es pratiquement déjà mort. Parce que tu vas être sorti de l'avion très rapidement, mais avec ta vitesse, tu peux continuer vers le sol. Il y a plein de facteurs en gros. Mais principalement, en gros, on va dire 95% du temps, tu peux t'éjecter sans problème, sachant que ça reste quelque chose de violent. Parce que ce fauteuil-là, tu tires sur une poignée qui t'envoie genre 14 G dans la gueule. Le maximum qu'un avion peut te mettre, c'est genre 9 G au maximum avant que l'avion il se casse. Et encore, on peut pas le casser parce que maintenant il y a des systèmes de sécurité. Mais 9 G max, là tu te prends 14 G, 14 fois ton poids en une fraction de seconde. Bon, au moins t'es en vie, mais il me semble que quand tu te fais éjecter, bon déjà tu reprends pas le vol tout de suite. Parce que si tu dois te rééjecter, ça a pas bon du coup. Ton corps il a pris un sacré coup. Il me semble que tu peux t'éjecter que 2 fois dans une carrière. Une fois que tu t'es éjecté 2 fois, tu peux plus voler militairement parce que c'est juste trop violent et ton corps il en peut plus. Genre tu perds des centimètres de colonne vertébrale, t'es cassé à fond. Mais heureusement ça arrive vraiment pas souvent du tout. Tu peux très bien avoir une carrière sans être éjecté en fait, sans faire partie des gens qui se sont éjectés. Ok, je vais revenir encore une fois sur la taille parce qu'il faut s'en rendre compte. Ici on a un petit avion. Celui-là, le Victa Air Tourer, qui est donc... alors j'aurais dû lire la fiche avant de vous parler, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, en fait, en le voyant, je sais pas si c'est celui-là, mais il me fait beaucoup penser à l'avion d'entraînement. C'est-à-dire, donc déjà, genre ça, c'est la taille du bousin. C'est vraiment... Celui-là, il est tout petit comme avion. Par rapport à moi, c'est vraiment énorme. Je pense je dois faire presque la taille de l'hélice là, genre dans la longueur. Je dois être un peu plus grand, mais je serais pas loin non plus. Et en gros, cet avion-là, il ressemble beaucoup à celui, pas des entraînements, mais quand tu commences ta carrière de pilote, tu fais une initiation militaire, un truc dans le genre, je sais pas combien de temps ça dure. En gros, tu deviens militaire et ensuite tu commences à étudier, etc.
Et tu as la présélection, en gros, où tu vas faire 14 vols. Et sur ces 14 vols, où en gros, premier vol, tu fais du roulage au sol, etc. Et c'est considéré comme acquis, tu passes après. Donc c'est vraiment très dur parce qu'on te montre une fois, on te dit une fois, à toi de le refaire, voilà, etc. Et au prochain vol, c'est censé être acquis, tu es censé le savoir parfaitement, en gros. Et donc tu commences avec ça, qui est vraiment en 2 places. En fait, c'est vraiment un tout petit avion, mais c'est là où tu te rends compte que la taille, en fait, il faut vraiment être responsable parce que ça, je pense, si tu arrives à pleine balle dans une maison, tu le détruis. Et donc c'est pour ça, c'est juste trop bien de pouvoir voir la taille réelle du coup des avions d'entraînement. On peut se dire ouais, c'est un tout petit avion, mais en vrai, genre bon, ça, c'est vraiment petit pour le coup. Mais l'autre, genre, c'est absolument incroyable. Tout ça, ça me donne vraiment envie de devenir pilote de chasse parce que c'est vraiment incroyable comme truc. Si je reviens en France, franchement, je deviens un pilote de chasse, peut-être sans hésiter même. Là, je suis devant un autre avion très connu pour ceux qui jouent à War Thunder, qui est Havilland Vampire. Mais je ne connais pas grand-chose en vrai. C'est surtout, il fait partie des avions où dans cette époque, il y a l'arrivée des turbojets, qui sont les jets, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est presque ceux qu'on a d'aujourd'hui. Donc tu as l'entrée d'air et hop, tu as le réacteur qui pousse. Et c'est plus à hélice comme ça ou comme celui-là. Et dans cette période, on essaye plein de trucs. Genre vraiment, il y a des modèles d'avions où genre là, tu vois, il y a 2 queues en fait avec le truc transversal ici. Alors quand on imagine un avion, on imagine plus du coup celui-là, genre avec le fuselage, la première aile, et derrière on voit t'as ce qu'ils appellent la queue et il y a une deuxième partie. Et il y a des avions comme ça qui sont genre, c'est pas expérimentaux, ils ont vraiment existé, ils ont vraiment combattu, mais ils sont un peu particuliers. Et c'est ça qui est trop bien. Donc là il y a pareil une autre version, mais celui-là c'est un cockpit. On voit vraiment qu'à l'intérieur, j'arrive pas trop à voir, mais on voit pas grand chose. Mais c'est vraiment des avions de l'époque. Ouais. Et là, il y a pas mal de réacteurs. Genre, pas écrit lequel de réacteur c'est, mais genre ça, c'est vraiment. Et encore, je crois que c'est ici. Genre, il y en a d'autres là, ouais, voilà. Rolls-Royce, très connu notamment pour le Spitfire, qu'on va y revenir. Il me semble qu'il y a un Spitfire ici. J'espère. Mais on voit là, ça c'est un tout petit engin, c'est le début de l'arrivée des réacteurs. Je n'ai pas trouvé le Spitfire encore, à vrai dire je sais même pas s'il y en a un ou pas, je pense qu'il devrait y en avoir un. Mais je viens de trouver, celui-là il est très connu aussi, durant la guerre froide notamment. Celui-là, en gros, ça, c'est pas l'avion exact, mais c'est un peu en gros une réplique du MiG-15, qui est vraiment... qui était, en gros, tu avais le côté URSS avec le MiG-15, du coup, celui-là, les MiG, c'est russe, et de l'autre côté, on avait les États-Unis avec le sabre dans lequel j'étais monté tout à l'heure. Et donc, ils sont vraiment, on peut voir, en fait, ils sont vraiment très similaires. Bon, celui-là, c'est il me semble, c'est un duo seat, ou je sais pas. Mais en gros, ils sont très similaires, où en gros, ils ont que 2 emports en mode soit un tank, soit un missile, il me semble. À l'époque, c'était surtout du canon, en gros, et il y avait donc l'entrée d'air juste devant. Bam. Et celui-là, comme on peut voir, il pouvait aller maximum, c'était vraiment le début d'un réacteur, donc on était à 1000 km/h, qui est en dessous de Mach 1, donc on n'allait toujours pas à la vitesse du son. Donc c'était vraiment des gros avions qui avaient un ratio, ce qu'on appelle un ratio de, je sais pas comment on appelle ça en fait, mais c'est un ratio de virage en gros, qui est donc plus ton ratio est élevé, plus ton virage il va être long, donc tu vas mettre du temps à faire un 180. Et à l'époque, vu que c'était que du canon, il fallait avoir un petit ratio pour pouvoir arriver rapidement derrière l'ennemi et l'abattre avec les canons. Parce que les missiles, il y en avait, mais à l'époque, ça marchait pas trop bien. Tu avais un peu une chance sur 2 de rater ta cible, donc c'était pas mal au canon. Compte qu'ils ont vraiment beaucoup de Hawker. Et celui-là, j'y étais tout à l'heure en gros, encore. Et enfin, c'est juste incroyable. Le nombre d'avions qui sont du civil aussi, genre, qui est... Celui-là, il est vraiment énorme. Et je pense que je peux aller monter dedans, je sais pas, je vais voir. Mais je suis vraiment très intéressé par le militaire parce que c'est là où il y a pas mal de choses. Mais il y a beaucoup de civils aussi qui ont l'air vraiment incroyables. Quand je vous disais que les avions ont des formes bizarres, celui-là, il est assez particulier. Genre, vous pouvez voir, ça, on en voit encore de nos jours alors pas ce modèle-là, mais je veux dire la forme de l'aile, les réacteurs avec ça, etc. Là, celui-là, ça doit être des canards, je pense. On appelle ça des canards, des petites ailes qui sont devant. Et genre,
voyez, genre, là, elle est à l'arrière, elle est bizarre. Les deux réacteurs, ils sont opposés. Genre, c'est vraiment particulier comme truc. Et en même temps, on peut voir que. Alors, c'est pour ceux qui veulent savoir, c'est le Beechcraft. Bon, il est moderne, hein, on peut voir. Il est moderne. De l'époque, il avait déjà des écrans, etc. Mais en fait, j'ai pas l'impression que je peux rentrer dedans. Genre, là, je me dis, là-dedans, il y a 2 pilotes. Genre, il y a vraiment 2 pilotes avec des passagers. Je me dis, mais à quel moment tu rentres là-dedans? Si tu rentres là-dedans, ça veut dire une chose. La couche entre l'extérieur et l'intérieur, elle doit être toute fine. Et ça, c'est vraiment digne de l'époque. Continuons à la recherche du Spitfire. Je viens de trouver le Spitfire. Il est juste là. Voilà. Bon, en gros, ils sont en train de le rebuild. Parce que le Spitfire, c'est vraiment un avion, je vais vous expliquer juste après. Le Spitfire, comme on peut voir, il fait à peu près la même taille. Il me semble doit être légèrement plus petit que le Mustang qu'on a vu tout à l'heure, etc. Il est de la même époque parce qu'il est de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que celui-là, le fameux Supermarine Spitfire, il y a eu plusieurs versions. Comme on peut voir, ça c'était un peu les premières versions et on les reconnaît notamment parce que celui-là, il a genre que 2 hélices. On peut voir sur les photos, etc. Et là, par exemple, une autre version améliorée, il en a 3. T'en as d'autres avec 4 et de nos jours on peut même en trouver avec 5 hélices. Cet avion est vraiment incroyable parce qu'en gros pendant la Seconde Guerre mondiale on a surtout au début entre 39 et 44 genre fin 43 en gros début 44 avant que les Américains rentrent dans le conflit, on avait du coup principalement français et anglais contre l'Allemagne, l'Italie aussi. Les Allemands ils avaient le BF-109, il n'est pas dans ce musée mais il y avait des petites figurines du BF-109 et qui était un avion qui était très redoutable. C'est-à-dire quand tu le voyais, tu avais peur concrètement quand tu étais pilote. Et surtout qu'en France, déjà par notre stratégie d'attendre les Allemands à notre côte, en plus de ça, on n'avait vraiment pas misé du tout sur l'aviation. En France, à cette époque, on était vraiment claqué au sol, clairement. On était claqué au sol, on avait sous-estimé la puissance de l'aviation. Du coup, les Anglais, il leur fallait un avion pour rivaliser avec ce fameux BF-109. Et c'est là où ils ont créé du coup le Supermarine Spitfire. Franchement, s'il y a un avion de la Seconde Guerre mondiale, je pense que ça serait lui parce qu'il est vraiment incroyable. Quand les Américains sont arrivés, ils avaient le P-51 qui était encore plus redoutable que celui-là. Mais ils sont arrivés à la fin de la guerre. C'est vraiment un avion il défonçait pratiquement tout le monde. En vrai, il était à peu près du même niveau que le BF-109, mais il avait comme on parlait tout à l'heure, à l'époque, ils n'avaient pas du tout de missiles. Les missiles, c'était pas du tout inventé. Il y avait les roquettes, mais les roquettes, c'était juste en gros une fusée qui partait tout droit. Et c'était utilisé pour le sol en fait, pour attaque au sol comme les bombes. Et du coup, à l'époque, c'est beaucoup du dogfight. Et comme j'avais expliqué avec le P-51 qu'on a vu tout à l'heure, ils avaient genre 500 munitions et il fallait abattre en gros son ennemi en visant des endroits particuliers. Du coup, cet avion-là, il avait un ratio de virage du coup qui était vraiment très serré. Surtout pour l'époque, c'était un ratio extrêmement serré. Et franchement, là, il pouvait tirer jusque genre 4G, je crois même un peu plus. Et c'était suffisant pour que les pilotes ils G-lock, c'est-à-dire ils perdent connaissance. Mais ils pouvaient vraiment tirer très fort, ce qui fait que les avions allemands ils avaient du mal à suivre parce qu'ils tiraient à fond sur le manche. Ils essayaient tant bien que mal d'essayer de le rattraper, mais ils avaient du mal. Donc c'est pour ça que c'était un avion redoutable, c'est parce qu'il avait un virage très serré. Il avait une puissance qui était à peu près égale au BF-109. Les deux ils avaient un réacteur qui était à peu près pareil. Et il était aussi équipé il y avait 4 mitraillettes il me semble, qui étaient du coup à des petits calibres, mais plus de munitions, et il avait également 2 canons, et les canons c'est ce qui faisait extrêmement mal, c'est des gros calibres, et ça quand tu touchais, sachant que ton seul repère visuel c'était une sorte de vitre qui projetait un rond avec un point au milieu. Et donc voilà, donc cet avion là vraiment c'est très redoutable et il est extrêmement manœuvrable et c'est pour ça on peut le voir encore des airshows ou ce genre de trucs comme le BF-109 ou le P-51. Bon bah voilà, j'ai fait le tour de pas mal d'avions. En vrai il y en a énormément, je dirais 50% militaires et civils. Là je repasse devant ce Mirage 3, vraiment gros coup de cœur pour celui-là. Il y a aussi pas mal d'autres. Celui-là il est énorme mais je connais pas trop, ça a l'air d'être Canberra MK-80. Ça a l'air d'être un peu un bombardier, etc. Ou reconnaissance. Mais le Mirage 3, et il est absolument incroyable. En plus, je trouve que c'est celui qui est le plus complet parce qu'on nous donne un missile Matra 530, on donne son radar, on donne aussi son réacteur, on donne plein de trucs, franchement. Et les Mirages, la catégorie des Mirages sont absolument incroyables. D'ailleurs, au passage, si vous vous demandez,
Quand vous avez ce logo là, en gros, par exemple en France, nous c'est bleu intérieur, blanc puis rouge autour. C'est pour reconnaître du coup la nationalité du pays. C'est celui-là, celui de l'Australie, qui je trouve il est absolument très stylé avec le kangourou à l'intérieur, et ça je trouve ça incroyable. Mais voilà, c'est un petit truc sympa à faire, reconnaître les différentes nationalités à travers leur truc, je sais pas comment ils appellent ça, mais voilà. Là je retourne parce que j'ai oublié mon papier, comme un boulet j'ai oublié mon papier au truc d'éjection. Du coup là je vais rentrer, je pense que je vais prendre un truc à la boutique souvenir, le son magnifique F35, oula c'est trop zoom. Donc je pense que j'ai à peu près tout fait, tout ce qui m'intéressait en tout cas. Et vraiment trop cool ce musée. Si jamais un jour vous venez à Sunshine, que mon vlog doit durer une éternité, je suis désolé pour moi d'avance parce que je vais devoir faire du montage. Là je pense que je vais juste rentrer en fait. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je prends à la boutique souvenir quand même. Et repasser devant ce magnifique F111 qui est absolument incroyable. Bon voilà, je suis sorti du musée, il est assez, en vrai il est assez petit mais il est assez complet, donc là j'y suis passé au moins 2 heures dedans, même plus. Enfin, les petites anecdotes que je vous ai racontées étaient intéressantes. Là je suis du coup en chemin pour retourner à mon hostel, et voilà. Du coup je vous dis à suite dans un prochain vlog, qu'est-ce que je raconte, on n'est plus en 2012, dans un prochain vlog, voilà. Normalement je vais pas tarder à avoir un appartement, je serai un peu plus posé, et donc là les vlogs ils vont augmenter un peu plus normalement, parce que je sais que la cadence c'est un peu un bordel, mais voilà, j'espère en tout cas celui-là il vous a plu, et je vous dis à bientôt.